Merci. Je tiens tout d'abord à remercier Mathieu de m'avoir permis de participer à ce colloque. Et comme vient de le dire Manuel, je vais vous parler donc du droit de la concurrence dans les petites économies, en essayant de comprendre en fait de quelle façon il doit s'appliquer, comment ça marche. Est-ce qu'on l'applique de la même façon que dans les grandes économies, ou est-ce qu'on procède à des adaptations qui sont rendues nécessaires par les spécificités des petites économies? Alors, première chose, quand je me suis penchée sur la notion de petites économies, j'ai eu un peu l'impression d'être face à ce qu'on pourrait appeler un OJNI, un objet juridique non identifié, parce que j'ai cherché, mais j'ai pas trouvé de définition légale de ce que pouvait être une petite économie. J'ai trouvé des critères classiques pour essayer de circonscrire cette notion, des critères qui tiennent essentiellement à la population, au produit intérieur brut et à la superficie du territoire. Et au regard de ces classiques, des territoires, enfin des entités territoriales comme la Nouvelle-Calédonie ou la Polynésie française, notre voisine, font partie de la notion de petite économie. Mais ces critères m'ont semblé insuffisants dans le sens où ils permettaient pas d'inclure d'autres entités territoriales comme la Nouvelle-Zélande ou l'Australie, qui peuvent également, même si ça peut paraître un peu étonnant, être considérées comme des petites économies. La Nouvelle-Zélande, en tout cas, elle se considère elle-même comme une petite économie. Et l'Australie, bien que ce soit un continent, a des marchés géographiques en fait qui sont assez concentrés sur une large portion du territoire. Et en fait, du coup, elle se retrouve confrontée aux mêmes problématiques que les petites économies. Et finalement, à mon sens en tout cas, la définition la plus convaincante, parce que la plus large que j'ai pu trouver de la notion de la petite économie, elle repose sur le concept d'efficience. Une petite économie, ça serait en fait une économie qui ne peut faire vivre qu'un petit nombre de concurrents dans la plupart de ces industries. Et cette définition, elle met en lumière un défi auxquels sont confrontées les petites économies, à savoir trouver le point d'équilibre entre permettre aux sociétés d'être assez grandes et intégrées pour faire des économies d'échelle, c'est-à-dire leur permettre d'être assez grandes pour accroître le volume de quantité produite pour pouvoir diminuer les coûts de production. Donc le défi, c'est vraiment ça, c'est trouver le point d'équilibre entre permettre aux entreprises d'être assez grandes pour faire des économies d'échelle, tout en s'assurant qu'elles restent assez nombreuses sur le marché pour que la concurrence joue. Et ça, c'est une problématique à laquelle semblent être confrontées toutes les petites économies. Sauf que ce qui m'a interpellée dans cette façon d'envisager les choses, c'est que je me suis dit que ça voulait dire en fait qu'on partait du présupposé que le droit de la concurrence était nécessaire dans une petite économie. Je me suis posé la question. Alors, je dois reconnaître quand même que pour moi c'était une hérésie de formuler cette question. Mais je me suis dit que si ça me semblait absolument pas naturel de me la formuler, c'est aussi parce que j'étais conditionnée par mes réflexes. J'ai commencé comme avocate dans les équipes concurrence de grandes structures parisiennes où la question n'est absolument pas envisageable. Le droit de la concurrence, il existe, on l'applique. Après, je me suis forcée à me la poser parce que j'ai regardé aussi comment ça fonctionnait en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie. Et j'ai dû constater que les droits de la concurrence et les autorités de concurrence mises en place étaient relativement récentes. Ça voulait dire que pendant longtemps, on avait quand même fonctionné sans. Et pour répondre à cette interrogation sur est-ce que le droit de la concurrence est nécessaire ou pas dans une petite économie, il y a un premier élément de réponse qui vient assez rapidement, qui a été mis en évidence par l'Autorité nationale de la concurrence, et qui a indiqué que en fait dans ce qu'on appelle les départements d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie également, le coût élevé de la vie s'explique par un déficit de concurrence. Il y a un exemple assez récent que je trouve assez parlant qui a eu lieu là en Polynésie. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais
il y a une nouvelle compagnie low cost qui a été mise en place, la compagnie French Blue. Et ce qui est nouveau en fait, c'est qu'elle propose des allers-retours entre la France et Tahiti. Et elle a proposé des tarifs qui étaient à peu près 20% moins chers que ceux des opérateurs historiquement en place. Et j'ai pas fait d'études poussées sur la question, mais apparemment ça a quand même entraîné une petite diminution des offres qui étaient actuellement en vigueur. Donc, premier élément de réponse pour est-ce qu'on a besoin d'un droit de la concurrence dans les petites économies, je dirais oui. Et aussi, pour répondre à cette interrogation, il y a une phrase d'un prix Nobel d'économie que j'aime beaucoup, que je trouve assez parlante, et qui explique que une politique de concurrence sérieuse, c'est pas seulement un luxe pour les pays riches, mais c'est aussi une vraie nécessité pour tous ceux qui s'efforcent de bâtir des économies de marché démocratiques. Et donc, une fois qu'on admet que le droit de la concurrence est nécessaire dans une petite économie, la question qui vient très rapidement, en tout cas que moi je me suis posée très vite, c'était concrètement comment ça marche. Est-ce qu'on applique le droit de la concurrence de la même façon que dans une grande économie, ou est-ce qu'on procède à des adaptations qui sont rendues nécessaires par les spécificités qui sont inhérentes aux petites économies? Alors vous le savez sûrement, en droit les réponses c'est rarement noir ou blanc, on est toujours dans une espèce de flou juridique flou juridique. Non, je dirais plutôt dans une espèce de zone nuancée. Et là c'est à nouveau le cas aussi, puisque dans une certaine façon, on peut dire que le droit de la concurrence, en théorie, s'applique de la même façon dans les grandes et dans les petites économies, mais que quand même, il y a des adaptations qui sont rendues nécessaires par les spécificités des petites économies. Alors, première chose donc, en principe, on applique le droit de la concurrence de la même façon dans les petites et dans les grandes économies. Et ce qui est intéressant de noter en la matière, c'est que les objectifs et les principes sont identiques en droit de la concurrence, quelle que soit la taille de l'économie concernée. Alors, je passe rapidement sur les objectifs du droit de la concurrence qui ont été très bien rappelés par Virginie, mais je voudrais juste souligner ça, que le droit de la concurrence vise à assurer une concurrence loyale et effective entre les entreprises. Il vise aussi à promouvoir l'efficacité et l'innovation au sein des entreprises et au final à assurer le bien-être des consommateurs. Donc c'est vrai que quand on regarde les objectifs poursuivis par le droit de la concurrence, on peut se dire que le droit de la concurrence, c'est pas une menace, c'est plus une source d'opportunité pour les entreprises. Et partant du constat que les objectifs du droit de la concurrence sont les mêmes dans les grandes et dans les petites économies, beaucoup d'autorités de la concurrence estiment qu'il doit s'appliquer de la même façon, quelle que soit la taille de l'économie concernée. Alors, personnellement, c'est une approche qui me laisse un peu sceptique, parce que je me dis que même si les objectifs sont les mêmes, c'est pas pour autant que les moyens de les atteindre vont être identiques. En tout cas, beaucoup estiment que le droit de la concurrence doit s'appliquer de la même façon, enfin en tout cas doit contenir les mêmes éléments, quelle que soit la taille de l'économie concernée. Donc c'est-à-dire que les droits de la concurrence doivent contenir à minima l'interdiction des pratiques anticoncurrentielles et le contrôle des opérations de concentration. Alors, s'agissant de l'interdiction des pratiques anticoncurrentielles, ce qui m'a frappé, par exemple, quand on regarde le droit calédonien, le droit polynésien et le droit métropolitain, c'est que les règles sont extrêmement identiques. Et pareil, je me suis posé la question, je me suis dit, mais est-ce que le droit de la concurrence doit nécessairement s'appliquer de la même façon, en fait, quelle que soit la taille du territoire concerné, s'agissant des pratiques anticoncurrentielles? Je prends un exemple simple, les ententes. On sait que les ententes, dans des territoires petits, l'exiguïté et la proximité des opérateurs économiques peut avoir tendance à favoriser les ententes. Et il
il y a un avis qui a été rendu en 2016 par l'autorité polynésienne de la concurrence que j'ai trouvé intéressant. C'était sur la situation de concurrence dans le cadre de la desserte maritime entre Tahiti et Moorea. Et l'autorité mettait en exergue le fait qu'elle se penchait principalement sur deux sociétés. Et elle expliquait qu'il y avait des liens familiaux étroits entre ces deux sociétés. Parce que les actionnaires d'une des deux sociétés étaient étaient mariés, et l'épouse se trouvait actionnaire d'une autre société avec le fils de son époux. C'est une situation qu'on rencontre quand même assez couramment finalement, cette proximité entre les acteurs économiques. Et au final, l'autorité a pas pris position sur est-ce qu'il y avait ou pas une entente. C'était pas le propos de son avis. Mais voilà, moi, ce qui m'a troublée, c'est cette proximité des opérateurs économiques. Et du coup, je me suis posé la question. Je me suis dit, mais est-ce que ça ne nécessiterait pas une application adaptée du droit de la concurrence pour tenir compte d'une spécificité qui est réelle dans les petites économies? Pareil pour les abus de position dominante. Je me suis dit, est-ce qu'on l'applique de la même façon ou pas, sachant que, par exemple, pour les sanctions, on peut tout à fait envisager que les sanctions restent les mêmes, quelle que soit la taille de l'économie concernée, mais dans la mesure où le dommage causé à l'économie peut être plus important dans un petit territoire, est-ce que ça mériterait des sanctions plus sévères? Voilà, je sais pas, j'apporte pas de réponse, je soulève juste des interrogations en la matière. Et dans une certaine mesure, il me semble que en matière de pratique anticoncurrentielle, on peut estimer que le droit de la concurrence doit s'appliquer de la même façon, quelle que soit la taille de l'économie concernée, à cause de la gravité des pratiques qui sont en cause. En revanche, il y a un domaine où c'est le contrôle des concentrations, où il me semble qu'on voit vraiment apparaître la nécessité d'une application adaptée aux spécificités des petites économies. Ne serait-ce que, par exemple, dans les grandes économies, elles ont été nombreuses à adopter des présomptions légales selon lesquelles la détention d'une certaine part de marché, qui excède un pourcentage, peut se révéler problématique. C'est le cas, par exemple, de la Commission européenne. Elle a des lignes directrices pour apprécier le contrôle des concentrations horizontales. Et à partir de 50% et au-delà, on est dans une zone qui peut être problématique, qui peut constituer en soi, elle considère en tout cas que ça peut être un indice de position dominante sur un marché. Et ça, c'est une approche qui pourrait éventuellement être dommageable dans une petite économie, parce que ça impliquerait qu'en fait des fusions qui pourraient augmenter l'efficience ne seraient jamais autorisées parce qu'une des parties à la concentration détient de fortes parts de marché. Or, les marchés sont naturellement concentrés dans les petites économies. Et du coup, il y a certaines petites économies qui fonctionnent vraiment comme ça. Elles font une sorte d'équilibre entre les gains potentiels d'efficience, en deux mots, efficience, et les effets négatifs qui peuvent résulter d'une concurrence réduite. Elles font une balance entre les deux lorsqu'elles procèdent à un contrôle des concentrations. Ça veut dire par exemple que certaines concentrations peuvent être autorisées si par exemple après les prix pratiqués par la structure vont être inférieurs à ceux qui étaient antérieurement pratiqués. Et du coup, il y a des petites économies comme la Nouvelle-Calédonie et l'Australie qui fonctionnent vraiment comme ça. Elles ont une approche au cas par cas et elles accordent une grande place à l'efficience et au pragmatisme dans le cadre du contrôle des concentrations. Alors, ça veut dire quoi? Je vais pas rentrer trop dans les détails pour être sûr de respecter le timing, et puis parce que c'est un sujet qui est assez vaste. Mais ça veut dire par exemple que la Nouvelle-Zélande, elle va pouvoir autoriser sous condition des concentrations qui impliquent des sociétés avec de fortes parts de marché.
Alors quand je dis sous condition, ça veut dire par exemple des bénéfices pour les consommateurs, enfin des bénéfices qui vont être supérieurs aux inconvénients qui résultent d'une diminution de concurrence. Et ces bénéfices, ça peut être des gains qui vont être clairs, qui vont être quantifiables et qui vont se matérialiser dans un délai raisonnable. Et l'Australie fonctionne vraiment de la même façon aussi. Elle peut être amenée à autoriser des concentrations avec des effets restrictifs sur la concurrence, mais à condition que les avantages qui découlent d'une telle fusion soient supérieurs aux inconvénients relatifs à la diminution de concurrence. Alors, pour être complètement honnête, c'est une approche qui est un peu étrange pour la juriste que je suis et avec laquelle j'ai dû me familiariser. Et parce qu'elle est très fondée sur l'économie qui est en droit de la concurrence, voilà, il y a du droit, il y a de l'économie, il y a de la politique, mais moi je suis avocate, donc j'ai une approche assez juridique forcément. Mais en tout cas, c'est une approche qui m'a semblé intéressante et je sais pas si elle peut fonctionner en Nouvelle-Calédonie, mais voilà, ça me semblait intéressant d'ouvrir le débat sur le sujet. Et il y a autre chose aussi dont je voulais vous parler rapidement, c'était les seuils calédoniens qui déclenchent le contrôle des concentrations, évoqué par Virginie aussi à l'instant. Alors, très rapidement, pour mémoire, une opération de concentration en Nouvelle-Calédonie, elle va être notifiable si 2 conditions sont remplies. Il faut que l'ensemble des parties atteignent un chiffre d'affaires hors taxe total de 600 millions de francs. Et il faut qu'au moins 2 entreprises réalisent un chiffre d'affaires en Nouvelle-Calédonie. Et ces chiffres, en fait, ces seuils on est très en deçà des recommandations formulées par l'autorité métropolitaine de la concurrence en 2012. Ce sont aussi des chiffres qui sont assez inférieurs à ceux qui sont en vigueur en Polynésie. Et je me suis demandé si ça pouvait être opportun de les augmenter. Ne serait-ce que pour dégager du temps pour l'autorité de Nouvelle-Calédonie pour se pencher sur d'autres problématiques. Je rappelle que, comme l'a dit Virginie, on a une autorité toute jeune qui a été mise en place cette année au mois de mars 2018 et qui, en l'espace de quelques mois, n'a pas chômé puisqu'il y a déjà beaucoup de décisions et d'avis qui ont été rendus. Mais j'ai l'impression qu'il y en a aussi un certain nombre qui sont concernés par le contrôle des concentrations. On observe la même chose en Polynésie. L'autorité a une forte activité relative au contrôle des concentrations. Et donc voilà, je me suis demandé si ça pouvait être intéressant de relever les seuils, sachant que quand je dis relever les seuils, ça ne veut pas dire permettre l'avènement d'entreprises toutes puissantes qui pourraient faire ce qu'elles veulent. Puisque l'autorité, quand elle se penche sur un contrôle des sur une opération de concentration, elle peut bien évidemment, elle peut l'autoriser avec engagement, que ce soit en phase 1 ou en phase 2. Et si jamais elle autorise une opération de concentration avec engagement et qu'elle s'aperçoit que les engagements n'ont pas été respectés, elle a aussi des moyens d'action. Elle peut retirer l'autorisation. Ça c'est déjà vu en France avec l'affaire Canalsat TPS. Elle peut aussi enjoindre aux parties concernées de se conformer à leurs engagements. Et enfin, elle peut imposer des sanctions pécuniaires qui peuvent être assez dissuasives. Alors, pour finir, et pour répondre un peu aux propos de ce colloque, je dirais que le droit de la concurrence peut être perçu, je le crois, par les entreprises à la fois comme une source d'opportunités, notamment quand on regarde les objectifs du droit de la concurrence, mais aussi comme une source de contraintes, parce que voilà, il y a des règles à appliquer, à respecter, et que forcément ça implique certaines obligations, certaines contraintes. Et s'agissant du droit de la concurrence dans une petite économie, j'ai envie de dire que pour que ça fonctionne, une autorité indépendante est absolument nécessaire. Donc voilà, on peut que se réjouir de la mise en place d'une autorité de la concurrence, mais je suis convaincue que pour que le droit de la concurrence fonctionne dans une petite économie, une autorité ne suffit pas. Il faut aussi une volonté politique d'accompagner le droit de la concurrence. Il faut des entreprises qui jouent le jeu. Il faut des consommateurs bien informés et bienveillants.
je dirais un peu en gros que voilà, le droit de la concurrence, pour que ça fonctionne dans une petite économie, c'est un peu une affaire de destin commun, dans le sens où ce doit être l'œuvre de tous. Je vous remercie. Merci beaucoup Anaïs pour cette fin du destin commun qui parle à tout le monde. Donc je pense que les deux interventions vraiment se complétaient parfaitement et j'ai été moi particulièrement sensible à la perspective comparative. Peut-être que la situation calédonienne en matière de droit de la concurrence a beaucoup à apprendre évidemment du droit métropolitain, peut-être encore plus du droit polynésien compte tenu des particularités et des ressemblances entre les deux situations et les deux économies. Je m'arrête de parler et je vous laisse la parole. Avez-vous des questions ? Bonjour, Isabelle Coupet, CCI. J'avais une petite question benchmark, on va dire. On a beaucoup comparé la Nouvelle-Calédonie à la Polynésie. Alors une première un petit peu technique, juste de savoir pourquoi il y a un tel écart dans les seuils qu'on vient d'évoquer, à partir desquels il y a examen obligatoire, et 600 millions versus 2 milliards, alors qu'a priori, les deux économies, on a souvent tendance à les comparer. Et puis, par rapport à la mise en place récente de l'autorité de la concurrence en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie, est-ce qu'il y a un retour d'expérience sur la manière dont ça s'est déroulé dans les deux cas, en termes d'acceptation, en termes de justement de priorité de dossier et peut-être d'effets directs dans les économies concernées? Merci. Sur la première question, si tu peux répondre. Oui, alors première question, donc la question des seuils. Je dois dire que je ne sais pas pourquoi il y a un tel écart entre les seuils calédoniens et les seuils polynésiens, alors que, comme vous le soulignez, ce sont des économies assez comparables. Donc, je sais pas, mais je sais que l'année dernière, j'intervenais aussi dans un colloque sur la concurrence en Polynésie. Alors, j'ai parlé de la Calédonie et ce qui ressortait, c'était ça pourrait être bien d'augmenter les seuils et de se rapprocher de ce qui se fait en Polynésie, un peu pour comme je le disais tout à l'heure, pour peut-être dégager du temps pour l'autorité ici, pour avoir davantage de temps pour se pencher sur des problématiques un peu autres que les concentrations. Mais du coup, je suis désolée, j'ai pas de réponse sur le sujet. Alors juste pour compléter ce que vient de dire donc Anaïs, et je pense que c'est un choix politique. Nous, évidemment, à l'autorité de la concurrence en Nouvelle-Calédonie, on serait plutôt favorable à ce qui est un réajustement vers le haut de ces seuils. Mais je pense que c'est véritablement un choix politique. Ça, c'est pour ce que j'en pense, pour la première question. Pour la seconde question, l'environnement, je pense, était très différent également dans la manière dont s'est instaurée l'autorité de la concurrence en Polynésie et en Nouvelle-Calédonie. Nous, on a pu, avec la présidente, y aller il y a très peu de temps et voir un peu dans quel contexte ils pouvaient agir. C'est beaucoup plus compliqué en Polynésie, à la fois au niveau politique, au niveau de leur fonctionnement. Et je pense que l'accueil a été moins favorable qu'il n'a été pour nous en Nouvelle-Calédonie. Et ça, c'est un fait. Bonjour, Mathurin Dorel. J'avais une petite question sur un cas concret de concentration en Nouvelle-Calédonie. Donc c'était juste avant la création de l'autorité de la concurrence. Donc l'autorisation a été donnée par la direction des affaires économiques concernant la restauration collective. En fait, la question que je souhaite poser, en fait, c'est de savoir quelle est la justification, en fait, qui permet de donner cette autorisation, en sachant qu'on a créé en fait un groupe, donc une sorte de monopole en fait sur ce type de secteur, en sachant que la création de ce groupe donne un avantage concurrentiel, donc en matière de prix, et donc limite l'entrée de nouveaux acteurs. Et donc en cas de dysfonctionnement de cet acteur, ça a un certain nombre de répercussions et de problèmes
pour la société, enfin pour la société civile, je veux dire, et c'est sans parler aussi de la problématique de l'emploi, en sachant que multiplier les structures peut permettre de créer de l'emploi, qui est une préoccupation particulière en Nouvelle-Calédonie. Donc voilà, ma question était de voir un petit peu, parce qu'il y a effectivement la question d'avantages par rapport aux désavantages que ça peut générer, et je voulais savoir un petit peu quelle était la justification concrètement sur ce cas. Merci. Alors, je crois que vous faites référence à Nurest, pour ne pas le citer. C'est une autorisation qui a été faite sous DAE, et donc pas sous l'autorité de la concurrence. Donc moi, j'ai pas à commenter une décision qui a été faite avant notre arrivée. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, nous, on est en charge, le service d'instruction de l'autorité de la concurrence de Nouvelle-Calédonie, du suivi des engagements. Mais on est, nous, contraints dans le cadre qui nous est fixé, c'est-à-dire le suivi des engagements tels qu'ils ont été fixés. Et on ne peut pas s'inscrire ailleurs que ce que le cadre est fixé. Donc, nous, on essaie de le faire du mieux possible au niveau de l'autorité de la concurrence de Nouvelle-Calédonie, mais avec le cadre qui nous a été fixé. Ça peut être assez difficile à appréhender de l'extérieur, mais voilà, comme on vous l'a dit tout à l'heure, nous, on n'existe que depuis le 2 mars, donc très récemment, donc on a récupéré ce qui a été fait précédemment. Voilà. Bien, s'il n'y a plus de questions, il me reste à vous remercier, et en particulier les participants de cette journée et de l'après-midi. Et on va donc passer aux propos conclusifs de Marie Quinfin-Moi, professeure à Cergy-Pontoise. On vous laisse la place.